pour la première fois, les avancées ukrainiennes ont l'air notables. C'est la première fois que Kiev nous fournit une estimation chiffrée de son avancée sur cette rive est du Dniepr. Annonce faite par Natalia Goumenyuk, porte-parole du commandement sud de l'Ukraine. À la télévision, je la cite, « Provisoirement, la distance varie de 3 à 8 km en fonction des spécificités géographiques et du paysage de la rive gauche. » Un paysage qui, vous allez le voir sur ma carte, n'est pas linéaire, mais plutôt heurté. Je vous ai marqué ici en bleu l'estimation de ces 3 à 8 km repris. Ajoutons que vendredi déjà, l'armée ukrainienne avait communiqué sur ses succès dans la zone, affirmant y avoir sécurisé plusieurs têtes de pont, autrement dit des bandes de territoire suffisamment larges pour pouvoir y déployer ses soldats. Tandis que les combats se poursuivaient, toujours autour des mêmes localités, principalement Krinky, Pichanivka et Poima. Aucune d'entre elles n'ayant été reprise pour l'instant. L'armée ukrainienne communique donc autour de ce chiffre 3 à 8 km et sa conséquence directe. Je cite toujours Natalia Goumenyuk. Désormais, leurs mortiers ne peuvent plus atteindre la rive droite. Nous considérons donc cela comme une certaine réussite. Alors, ça doit faire du bien au moral des Ukrainiens, évidemment. Laura, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un succès. Le dernier succès de l'armée ukrainienne, c'est la prise de Robotyne, annoncée, souvenez-vous, le 28 août dernier. Ce village modeste de moins de 500 habitants dans l'oblast de Zaporijjia était vu alors comme une prise stratégique ouvrant la voie à d'autres avancées vers le sud le long de la route T0408, voyez ici, jusqu'à Tokmak, puis peut-être ensuite jusqu'à Melitopol. Mais comme vous le savez, ces avancées ne se sont toujours pas concrétisées, ne sont jamais arrivées. L'armée ukrainienne ne parvenant toujours pas à ce stade à conquérir Verbové. Voyez, Verbové, c'est le village qui est ici situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Robotyne et qui avait été annoncé comme l'étape qui devait suivre. Ces 3 à 8 kilomètres sont donc les bienvenus. À titre de comparaison, au mois d'octobre, d'après ce cartographe très suivi, les Ukrainiens n'auraient réussi à reconquérir que 4 km russes dans l'oblast de Zaporijjia, celui de Robotyne et Verbové, autrement dit l'axe principal de la contre-offensive. Une percée en profondeur à partir de cette rive gauche du Dniepr pourrait aussi ouvrir vers le sud, mais attention à ne pas trop préjuger de la suite des opérations. Comme je vous le disais tout à l'heure, aucune des localités où ont lieu les combats n'est encore tombée. Et les Russes disposeraient, selon les Ukrainiens eux-mêmes, d'un système de fortification assez sérieux dans cette oblast de Kherson. Exemple avec la zone autour de ce village de Krinky, théâtre actuel de très violents combats, qui serait lourdement miné. Merci beaucoup Laura, on va rejoindre Krinky dans une seconde avec le témoignage d'un soldat. D'abord, Général Norlin, sans même parler de distance et de kilométrage, le fait que les Ukrainiens aient pu avancer jusqu'à rendre les mortiers inopérants pour aller sur la rive droite du Dniepr, c'est déjà un succès. Oui, c'est intéressant. Bah, écoutez, ça faisait de longs mois, de longues semaines que les Ukrainiens n'avaient pas réussi. Bon, on peut-être pas qualifier ça de percée, mais quand même à s'implanter sur la rive gauche du Dniepr, c'est quand même très intéressant, et à la fois pour le moral et pour les opérations. Maintenant, quel est l'objectif à terme des Ukrainiens? Est-ce que c'est vraiment de créer une nouvelle percée? Ça veut dire ouvrir un nouveau front, hein, quand même, hein, parce que donc il faut bien voir qu'il y a déjà le nord, il y a le centre. Maintenant, s'il y a l'ouest, le sud-ouest qui est aussi concerné, ça fait beaucoup de choses à la fois. Donc, est-ce que leur objectif, c'est d'ouvrir un nouveau front et essayer une nouvelle percée en prenant, si on peut dire un peu à revers les forces russes? Ou bien c'est simplement pour justement attirer de plus en plus les Russes de ce côté-là, de façon à fixer un certain nombre de forces russes. Voilà. Donc toute la question se pose maintenant. Du côté des Russes, pour l'instant, ils disent ils minimisent un peu, ils le nient pas, hein, ce qui est assez curieux maintenant, c'est que tous les 1000 blogueurs, comme on les appelle, russes, maintenant, commentent de façon un peu plus objective, si on peut dire, en parlant des informations côté russe. Donc, ils donnent des informations un petit peu plus réalistes. Mais pour l'instant, ils minimisent plutôt cette offensive ukrainienne.
tout en la constatant quand même. Oui, et même, Donc, et d'ailleurs, ils avaient aussi fait des transferts de force, hein, parce qu'on se souvient qu'on avait parlé de ça, qu'effectivement, ils avaient sorti des milliers, enfin, en tout cas, ils avaient repositionné des forces, justement, à cet endroit-là. Le fait que l'avancée soit, j'allais dire, horizontale, comme ça, sur une certaine largeur, c'est classique ou pas? Parce que nous, on avait l'habitude de voir des espèces de petites percées dans des poches. C'est-à-dire, d'une part, comme vous l'avez dit, ils essayent de sécuriser une bande de territoire qui permettent de mettre à l'abri un peu Kherson, même. Maintenant, effectivement, on ne peut pas maintenir une pression égale sur une telle bande de terrain. Donc, clairement, sans doute, ils essayent de voir quel est le point faible et où est-ce qu'ils peuvent continuer à avancer. Ouais. Alors, justement, je vous parlais de ce soldat. On est à Krinky, là, ce que vous voyez sur la carte, où les combats sont assez féroces. Exemple avec ce soldat donc ukrainien qui témoigne. Regardez. Il y avait des bâtiments ici hier. Je suis en retard. Il y avait des petites maisons, je ne suis pas fou. Ils ont tout détruit en une semaine. Probablement des centaines de maisons. Il ne reste que de pauvres ruines. Nous sommes partis en reconnaissance pour voir ce qu'il s'est passé. Pour trouver de potentiels moyens de s'échapper. Ici, regardez. C'est de ça dont je parle. Tout est en vrac. Ça fume encore. Et c'est comme ça dans toute la zone. Ça va finir par s'écrouler. Il faut vite qu'on se casse d'ici. Les Russes sont comme des vampires. Ils aspirent la vie là où ils passent. Ah, c'est impressionnant, effectivement, d'avoir ce témoignage, Catherine. On ne sait pas dans quel état sont les défenses russes. D'après ce que l'on sait, ce que nous disait Laura tout à l'heure, elles sont quand même conséquentes. On est à une centaine de kilomètres de la Crimée. Le terrain est plat, il n'y a pas de ville, pas vraiment de ville. Le problème, c'est que c'est marécageux, sablonneux, boueux. Enfin, c'est très compliqué. Ah oui, c'est d'autant plus remarquable pour les Ukrainiens. C'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup. Parce que non seulement ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas réussi d'un point de vue militaire, mais en plus c'est dans une zone effectivement difficile. Alors ça tombe d'autant mieux, si j'ose dire, qu'aujourd'hui le secrétaire américain à la Défense est à Kiev et qu'il est venu dire ce que Volodymyr Zelensky avait vraiment besoin d'entendre. C'est-à-dire qu'il leur a dit, non seulement on est avec vous, mais on est avec vous pour longtemps. Et pour les Américains qui sont de plus en plus bousculés par la droite américaine, les républicains, plus on s'avance vers l'élection présidentielle, les républicains n'étant plus très très convaincus qu'il est primordial d'aider l'Ukraine. Pour Lloyd Austin, qu'on voit là sur les images avec Volodymyr Zelensky, c'est important qu'il puisse dire que même si la fameuse contre-offensive du mois de juin n'a pas été spectaculaire, les Ukrainiens continuent à se battre. Ils réussissent même à avoir des gains, même s'ils ne sont pas très importants, mais des gains sur le terrain. Donc ça tombe bien à un double titre pour les Ukrainiens eux-mêmes, mais également pour le soutien américain à l'Ukraine. Mais d'ailleurs, Vincent Crouzet, c'est un front qu'on suit depuis longtemps, parce que ça fait déjà, moi je me souviens, ça fait déjà au moins 3 semaines qu'on disait, tiens, ils ont traversé le Dniepr, tiens, ils ont emmené des blindés de l'autre côté, ils essayent de mettre une tête de pont, enfin, ils s'acharnent quand même là-dessus, et puis manifestement, s'il y a des succès, tant mieux. Oui, puis ce qui est significatif, c'est l'absence de réactivité en fait de l'armée russe. Il y a 5 jours, l'état-major russe promettait l'enfer aux unités qui avaient franchi le fleuve. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas du tout un déferlement d'artillerie sur ces positions. Alors, il y a eu un bombardement à Kherson, là on a des images, je crois, je vais vous les montrer. Un bombardement à Kherson qui a fait 2 morts sur la ville, ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de protéger Kherson et de mettre tout ça à distance. Voilà, d'ailleurs on en profite pour voir que la neige est arrivée. Effectivement, alors Kherson, ou du moins la rive droite, sera à l'abri maintenant des tirs de mortier russes, mais pas à l'abri des tirs de l'artillerie russe. Pour interpréter un petit peu les images prises par les GoPro des combattants ukrainiens tout à l'heure à Krinky, c'est en fait l'établissement de la politique de la stratégie plutôt de la terre brûlée, qui est un signal quand même assez faible. Ça signifie que la défense est affaiblie quand on pratique la terre brûlée, c'est-à-dire qu'on a procédé à un repli progressif et qu'on abandonne le terrain. Donc c'est l'élément intéressant de ces images.